Le prochain podcast est une présentation de Larouche Bureautique et ses points de vente partout en Abitibi-Témiscamingue. Larouche Bureautique pour répondre à tous vos besoins. C'est vraiment l'équipe parfaite qu'il vous faut, que ce soit pour les impressions, pour les solutions numériques. Larouche Bureautique, faites leur confiance pour votre entreprise, votre organisation. Bon podcast. Appropriation culturelle. Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invité. En direct du courant alternatif, Pierre-Marc Langevin, animateur, ça va bien? Salut Mathieu Proulx, animateur, ça va bien, très bien, merci beaucoup. Très content d'être là. On a une belle foule généreuse et endiablée. Tabarnouche, Matt, hein? On est chanceux. Ouais, ça va être cool. Ça va être bien cool. Tout le monde a un petit drink, un petit verre, donc on va passer un bon moment. Ça fait un petit bout qu'on s'est pas vu, Pierre-Marc. Un petit bout, au moins 5 minutes. C'est cool. Ouais. Non, ça fait longtemps qu'on n'a pas été ici là, sur scène pour Appropriation culturelle. Ça fait longtemps. Ben oui, on essaie de garder nos bonnes habitudes, de vous faire découvrir toujours des nouvelles personnalités. Puis ce soir, ben, c'est quand même... en tout cas, ce soir, peu importe quand est-ce que vous écoutez le podcast. Nous on est le soir. On reçoit quand même quelqu'un que ça faisait longtemps qu'on voulait recevoir. Puis, il faut au moins 30 ans. Très, très content. Oui, il fait au moins 30 ans qu'on y pensait. Un gestionnaire municipal qui a pris sa retraite récemment. Mais bon, une retraite, c'est relatif. Dans le monde municipal, il n'y a jamais vraiment de retraite. Non, ça arrête jamais. Tout le temps impliqué, t'arrêtes jamais. Ça vous suit tout le temps, ça. Donc, je pense qu'on va avoir un gros podcast, une grosse rencontre. Il y a beaucoup de choses à discuter. Il y a beaucoup de vécu derrière cet invité. J'ai vraiment hâte, Mathieu. On va l'accueillir. Accueillez-le, l'ancien directeur général de la ville d'Amos, M. Guy Nollet. Salut Guy. Je suis pro. On peut. Dans le temps de t'asseoir. Ça me vieillit. Si on m'appelle monsieur, je me sens trop vieux. Là. J'aime pas ça. Ben, tu peux m'appliquer, ça va aller. Ouais, c'est correct. On peut se tutoyer. Parfait. Tu peux approcher ton micro un peu, Guy. Parfait. On va s'habituer. Il n'y a pas peur de parler proche. Ouais, il faut être proche. Quitte à le frencher un peu. Ça, c'est bien. On t'entend bien. Oui. C'est good. Merci, Guy, d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Très content de pouvoir échanger avec toi. Après 30 ans, c'était le temps. Ouais, c'est ça. C'est parce que là, sinon, ton horaire était bien trop bouqué. Ça fait que tu prennes un peu de temps pour toi d'abord. Pas sûr c'est ce que je fais, mais bon, ça aurait été une bonne décision. C'est combien de temps que la retraite a commencé officiellement? Depuis le 31 décembre 24. Puis il s'est passé quoi entre le 31 décembre 24 puis aujourd'hui, 31 décembre 24 et aujourd'hui... Beaucoup d'implications bénévoles au niveau des forestiers, entre autres. Au niveau de la Ligue Midget 3, j'ai actuellement un mandat de restructurer la Ligue Midget 3 du Québec au complet. Là, donc, je suis en pleine restructuration. Okay. Donc, je me promène toutes les 2 semaines ou à peu près à Amos, Montréal. J'ai même un chauffeur privé là, qui est juste en avant de moi. Là, j'ai mon chauffeur. C'est restructuration. Je fais partie d'autres organismes bénévoles, dont La Source, là, qui s'occupe des personnes qui ont besoin d'aide. Donc, je suis là. Je suis nouveau administrateur avec mes amis là-bas dans le coin, que vous ne voyez pas, là, Laurent Levasseur, Pierre et Daniel Rose au niveau de la Radio Boréal. Là. OK. Mm-hmm. En plus, c'est impliqué en radio, OK. Et je pense que ça en fait pas mal. Là. De temps en temps, je suis chez nous. Et je rédige beaucoup de documents, là, comme ce fut l'habitude de mes années de carrière. Prochaine étape, Landrienne, donc je serai directeur général pour remplacer Mario Tardy à Landrienne du 5 au 19 mai. Là, donc, c'est mon prochain objectif. Et je suis aussi sur une liste de la Fédération québécoise des municipalités. Fédération québécoise des municipalités qui m'ont offert à faire... Ensuite, quand je suis sorti de précession, on m'a fait des remplacements, remplacer des DG au Québec. Là. Ils m'ont dit, la région de ton choix sera la nôtre. Et là, je leur ai dit, je suis très, très intéressé. Pas de trouble, mais j'aurai une condition. Que ma condition, c'était celle-ci. Quand je vais revenir de la ville de je ne sais pas où, est-ce que j'aurai encore une blonde puis une maison? Ils m'ont dit, je peux pas te le garantir. Donc là, j'ai refusé l'offre. Et ils m'ont rappelé puis ils m'ont demandé si j'étais prête à faire du coaching à distance. Donc ça, j'ai dit oui. Là. Oui, ça veut dire peut-être. Donc, c'est facile. Je rencontre la directrice générale une fois au début du mandat.
Puis, quand ils ont des problèmes, ben, ils m'appellent, puis j'essaie de les aider à trouver des solutions. Puis, s'il n'y a pas de solution, c'est peut-être qu'il n'y a pas de problème, là, mais bref. Donc, ce sera peut-être à l'ESS. Puis après ça, ben, j'ai beaucoup de promesses que je me fais moi-même. On dirait que je suis au jour de l'an chaque année, là, des promesses que je ne fais pas. Mais bon, on va essayer de jouer quelques peu au golf cet été et pas trop travailler dans l'été. Bien qu'avec la Ligue Midget 3, et les forestiers, hein, c'est un faux roulant, là. Forestier, ça ne l'arrête pas. Là. Comment qu'on tombe là-dessus sur un contrat de restructuration d'une ligue au Québec quand on vient de l'Abitibi et qu'on est caché dans l'Abitibi? Bien, d'abord, on va régler une chose que j'ai réglée avec mes amis. J'ai des témoins. Là. Au niveau de la Ligue Midget 3, il me parlait toujours de régions éloignées. Et il y a 2 ans, à peu près, on est 15 équipes dans la Ligue et on a été invités, ou en tout cas, ils mettaient en question la participation des régions ressources. Donc, les régions ressources, c'est l'Abitibi, l'Outaouais, Rivière-du-Loup et Amos. Donc, qui remettaient en question notre participation dans cette ligue-là. Pas de besoin de vous dire que, bon, moi, j'ai un très bon caractère, là. Ceux qui me connaissent mieux, mon frère, mes sœurs et ma conjointe le savent. Donc, ce fut une montée aux barricades, là, parce que nous, on a dit, on vient de la même province, on paye des impôts et on voit pas, ou on verrait pas pourquoi que les kids de l'Abitibi-Témiscamingue. C'était quoi les arguments avancés? C'était quoi? Évidemment, c'était la distance, c'est sûr. Là. Puis c'est quand même spécial parce qu'eux, ils sortent peut-être une fois dans l'année venir à Amos. Nous, on sort à toutes les 2 fins de semaine. Ouais. Un budget de 1,5 million, pas toujours facile à chaque année à trouver. Là. Donc, ça, c'était la question de remettre en question la Ligue. À un moment donné, ça s'est réglé au niveau de la Ligue. Et, bon an, ballant, moi, j'ai fait partie, je suis gouverneur, président des forestiers, gouverneur de la Ligue, et j'ai fait partie de 2 comités à Montréal, un sur la planification stratégique de la Ligue et un sur ça s'appelle le comité de finances et cotisations. Donc, je me suis impliqué dans ces comités-là, donc c'était juste pour aller plus souvent à Montréal. Mais, suite à cette expérience-là, on a presque fini la planification stratégique et la Ligue, le président, là, Yannick Lévesque, m'a demandé pour accepter un mandat de restructuration. Bon, j'ai fait ça un peu dans ma vie, là, des organismes lucratifs, la structure, les règlements généraux. Là, on parle maintenant de gouvernance 2.0 qui m'a un peu changé la donne. Donc, j'ai dit ouais, mais avec une condition parce que je suis payé mon salaire quand j'étais à Trécession multiplié par 0. Donc, mais il y avait des conditions, là, sine qua non. 1, j'ai besoin d'un avocat de mon choix. 2, si mes collègues n'embarquent pas là-dedans pour aider, c'est sûr que j'ai été vite pour dire oui, mais je pourrais dire vite aussi pour dire adieu. Là. Donc, je suis là-dedans. On a déposé un premier rapport jeudi dernier que mes collègues ont très peu compris. Là. C'est des gens... plus des gens de hockey. Fait que quand on essaie de faire des administrateurs avec des gens hockey, c'est quand même pas nécessairement facile. Donc, tu sais, avec un petit panneau blanc, là, faisant des ronds, des X. Puis même, je comprends même pas. Je pense qu'on ne comprenne même pas les X. Donc, suite à ça, ben, je vais pas lâcher le... Tu sais, je suis un peu... je disais à Jocelyn qui m'accompagnait, et pour ceux qui me connaissent, c'est soit la technique du pitbull, mais la meilleure technique, c'est celle du papier sablé. Papier sablé, là, ça, c'est quand j'étais au conseil, souvent les dossiers importants, je les mettais à la fin de l'autre jour. Donc, les gens ils ont hâte de partir. Mais là, c'était comme tu frottes assez que quand ça fait mal, ils te disent correct, Guy, fais à ta tête. Donc, je revenais tout ça pour dire, j'étais très tenace et j'ai appelé ça la technique du papier sablé. Donc, les maires que j'ai connus et que vous avez connus savent très bien c'est quoi la technique du papier sablé. Fait que j'ai expliqué ça à Jocelyn en revenant de Saint-Hyacinthe la semaine passée. Donc, au niveau de la ville, c'est ça. Carrière municipale, comme vous l'avez dit, de 79 à 31 décembre 24. J'aurais travaillé dans ma vie pour 2 municipalités. Amos et Trécession, puis là, une 3e bientôt, même si ça va durer 2 semaines. Là, dans mon CV, je vais dire Landriette. Tu me disais, hors d'onde, que tu as failli partir pour les Laurentides avant d'arriver à Amos. Tu as fait toute ta carrière à Amos, au fond, mais... En fait, dans la vraie vie, mon premier employeur était le Club Rotary, là. Tout le monde pense que je suis arrivé à la ville
par le hockey. Je suis pas arrivé à la ville par le hockey du tout. Je suis arrivé à la ville par le baseball. Baseball, c'est impossible que je vous fasse le signal parce que je suis assis, vous ne verrez pas le signal quand je suis entraîneur, mais bref. Donc, je suis arrivé par le baseball avec le Club Rotary. Très jeune, j'ai commencé à travailler pour la ville. 13, 14, 15 ans. Je grattais la glace l'hiver. Je faisais la surveillance du patinage libre avec mon super sifflette et Richard Barry. Donc, Richard Barry, c'est pas le sifflette, là. Non, j'ai pas passé la Zamboni. Juste quand j'ai quitté, j'ai passé la Zamboni. Okay. Donc, bon an, mal an, j'ai fait l'emploi, l'animateur sportif. Ensuite, j'ai fait directeur des loisirs, directeur des ressources humaines. Et en même temps, à un certain moment donné, j'avais 4 services. Ressources humaines, police-pompiers, loisirs. Et j'en oublie un, là. Donc, j'avais 4 services à m'occuper. On sait que c'est quel le plus important. C'est ça. Donc, le plus important, c'est celui de la culture. Parce que je suis dans le domaine ce soir, je vais dire celui de la culture. Yes! Bon, donc, bref, bon an, mal an. 88, on s'approche des élections. 80 en 2000, c'est-à-dire proche de l'année de 98 pour les élections. 2000, changement de maire. Donc, on sait que c'est Mme Turpin qui est devenue mairesse. Parlant de Mme Turpin, là, je vais regarder ça tout de suite, là. Elle n'est pas là, je vais en profiter. Tu sais, Mme Turpin, moi, j'ai eu pas mal de maires dans ma vie. Là. J'ai passé 5-6 maires. Et on me dit toujours comment était Mme Turpin. Puis elle sait, j'y ai dit, il y a 2 semaines, là, il y avait une activité des femmes d'affaires. Mme Turpin, au niveau politique, c'était peut-être pas la top 5. Mais Mme Turpin, au niveau gestion, par contre, je pense que c'était la top 1. Mme Turpin, pas de bonne, mais une excellente gestionnaire. Puis je pourrais vous raconter des anecdotes qui m'est arrivées avec Mme Turpin aussi. Peut-être ça va vous faire rire. M. Dastou, sur 1 sur 5, il est où, lui, comparé à Mme Turpin? M. Dastou, en tant que gestionnaire. M. Dastou, c'était mon dernier maire. Hein. J'aurais pu être son père. Un autre style, plus flamboyant, plus jeune, avec des idées plus jeunes. Il y a quand même... réaliser certaines de ces idées. Là. Il y a plus de stationnement à Amos. On a des belles rues. Bon, le dimanche soir, je passe tous les dimanches puis je compte le nombre de personnes pour savoir si ça va vraiment attirer. Mais bref, ils ont travaillé fort et peu importe ce qu'on peut dire de Sébastien, pas trop mon genre de casser du sucre sur le dos du monde. Là. On a chacun à l'apprécier. Il y a eu, c'était l'été passé ou l'année passée, ses moments à lui-même pour faire ce qu'il a voulu faire lui-même. Oui. Dans le contexte qu'on connaît tous maintenant, bien, c'est bien correct. Donc, c'est ça. Pour revenir à ta question, Mathieu, donc, quand Mme Turpin est au pouvoir, moi, j'étais là comme adjoint à Réal Bordelot à l'époque. Oui. Mme Turpin souhaitait un changement de direction générale et moi, je savais très bien que j'étais directeur général adjoint, que je n'étais pas nécessairement pressenti pour avoir le poste de directeur général. Parce qu'elle avait, à mon avis, pas à mon avis, là, elle avait quelqu'un qu'elle visait dans l'organisation pour avoir ce poste-là. J'ai été, à l'époque, très appuyé par les conseils de l'époque, là, style Léandre Paré, André Goyette, Jocelyn Carrier, qui, eux, souhaitaient qu'après avoir fait la direction adjointe pendant 8 ans, que je puisse accéder maintenant au poste de directeur général. Il faut dire que moi, j'ai été chanceux dans ma vie. Là. J'ai fait une seule entrevue en 79 pour avoir le poste d'animateur sportif. C'était Marcel Lessay qui était là comme conseiller municipal en loisirs, André Brunet. Je pense qu'on m'a posé 3 questions. 1, tu vas-tu te marier? 2, vas-tu avoir des enfants? 3, qu'est-ce que tu fais ici à soir? C'est à peu près les 3 questions qu'on m'a posées. Puis par la suite, quand j'ai eu des promotions, donc sans jamais faire d'entrevue. Et là, j'arrive encore finalement à la question de Mme Turpin. Entre-temps, peut-être quelques années avant, j'avais été approché, j'avais été en entrevue pour le poste de, ça ne surprendra personne, là, de directeur général à Hockey Québec. Okay. Et passé l'entrevue, je suis arrivé à la fin. Tu sais, quand on a des noms, quand on a des amis sur les conseils d'administration, c'est pas toujours winner, là. Donc, j'ai pas eu le poste parce que je parlais pas anglais. Donc, j'ai pas eu le poste. Aujourd'hui, je prends un translateur, là, ça serait pas pire. Donc, j'ai pas eu ce poste-là. Et suite à ça, quand on m'a dit pourquoi que j'avais pas eu le poste, on sortait plein d'affaires. Et c'est là que j'ai su que, bien que j'avais été animateur sportif, j'avais pas compris que je n'étais pas un sportif pantoute.
Et que, effectivement, quand je me suis vu grandir et aujourd'hui, j'ai pas tout à fait l'air d'un sportif, n'est-ce pas? En tout cas, un sportif sédentaire. Et celui qui passait l'entrevue, la firme, me dit que j'étais un gars très culturel. Que j'étais le gars le plus culturel qu'il a connu, en tout cas culturel ou culturé, là, peu importe comment on peut l'appeler, et que c'est pas parce que j'avais organisé le sport dans ma vie que j'étais un sportif. Donc, j'étais plus du côté de la culture. Bref, ça, ce fut Hockey Québec. Plus tard, j'ai eu un offre et je savais trop pas qu'est-ce qui arrivait avec moi à Amos comme cheminement de carrière. Je savais que ça se parlait dans le bureau à côté de la salle des caucus sur ce que je ferais, qu'il y avait eu 2 samedis des rencontres sur un des lacs à l'épaule dont j'étais un sujet. Et j'avais postulé sur un poste à Sainte-Adèle. Sainte-Adèle, c'était le maire Grignon à l'époque et j'avais postulé sur ce poste-là, fait des entrevues, j'ai eu le poste. Mais là, moi, j'ai eu le poste, mais à l'époque, ma conjointe était greffière à la ville. Et là, je rappelle le maire Guillaume, il dit, bien là, je peux pas y aller parce que ma conjointe n'aura plus d'emploi. Et là, il dit, justement, on est en concours à Sainte-Adèle. Bouge pas, je te rappelle. Il a fait arrêter le concours et il m'a rappelé pour dire, Guy, maintenant, on a 2 postes. Toi puis ta conjointe. Vous avez les 2 le poste. Et là, il me dit, qu'est-ce que tu as à moi comme auto? Là, à l'époque, j'avais une petite auto Toyota, là, une Echo de Toyota. Il dit, malheureusement, à Sainte-Adèle, on n'a pas Toyota, on a juste des Volvo. Ah ben, c'est correct, ça va faire pareil dans le fond. Ah, c'est triste. Et on parlait de mon salaire. Je pense que j'aurais eu 50% de plus que mon salaire. J'avais accepté d'aller à Sainte-Adèle. Et pour finir l'histoire, moi, j'ai des parents dont mon père est complètement analphabète. Donc, il sait écrire son nom, même si mon prénom est de 3 lettres, il ne peut pas l'écrire. Et un bon soir, et je faisais ma maîtrise entre-temps, là, parce qu'une des conditions de l'emploi à moi, c'était que je termine ma maîtrise. Là. Ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait 2 ans de nuit, sérieusement de nuit. Là. C'était après un caucus, 11 h, je revenais jusqu'à... Mon target, c'était 3 h le matin, j'arrêtais, je recommençais le lendemain matin. En plus, je coachais les forestiers un moment donné. Bref, il arrive chez nous, puis il venait jamais chez nous, mon père, là. J'étais en bas dans mon sol, puis j'avais plein de livres. Là. Je faisais ma maîtrise, puis mon père qui arrive. Là, mon père qui arrive, là, je sais pas, il devait se passer quelque chose dans la famille, j'étais pas au courant. Puis là, il vient moi. Là, je le vois descendre l'escalier, puis là, dans ma tête, je dis, bon, il faudrait bien que je dise que j'ai appliqué sur un poste, puis que j'avais un poste à Sainte-Adèle. Fait que là, il arrive, puis là, j'ai dit ça. Et moi, je suis séparé, puis là, la question de base, c'est, ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire avec les petits? Bien, qu'est-ce que je vais faire avec les petits? Normalement, j'ai de la garde. Techniquement, tu es à Amos. Mes 2 sœurs sont à Amos. Mon frère sont à Amos. Je vais juste quitter un matelas de temps en temps quand je vais revenir. Et là, mon père qui repart pour monter l'escalier et qui, là, il se gratte la tête en enlevant sa calette, là, en enlevant sa casquette. Là, mes frères et sœurs vont savoir l'image. Et qui revient vers moi et me dit, « Toi, à la ville, as-tu signé ton contrat avec la ville? » Mais là, il dit, « Pas. Si je n'avais pas signé mon contrat avec la ville, je n'aurais pas de poste à la ville. » Là, il dit, moi, là, je n'ai pas ton instruction. Mais quand j'ai donné ma parole ou j'ai signé un contrat, je l'ai toujours respecté. Et là, il est reparti. Le lundi matin, le maire Grignon m'appelle pour savoir quand je commençais et devinez ma réponse. J'ai refusé l'emploi. Je n'ai pas quitté Amos et je suis encore un Amossois. Je n'ai pas quitté. Je pense que j'ai eu une bonne leçon de vie de mon paternel. Donc, respecter le contrat. Puis, drôle de question, est-ce que tu le regrettes des fois? Est-ce que tu as l'impression que tu aurais fait mieux ailleurs? Bon, écoute, ce que je le regrette, j'ai eu d'autres offres. Là, j'ai eu un moment donné avec mon neveu, là, qui est le fils à ma soeur, mon beau-frère André Michel. Je suis allé 4 fois en ligne à Mont-Tremblant. Là, j'ai eu un offre, ils m'ont appelé, j'ai fait des entrevues. J'ai pas eu la job. Je sais pourquoi j'ai pas eu la job à Mont-Tremblant. J'ai juste dit, parce qu'en entrevue, ils m'ont posé une question. Qu'est-ce que tu fais pour les subventions pour développer Mont-Tremblant? Moi, je t'allais dire que je ne croyais pas aux subventions parce que si on ne peut pas faire des projets sans subvention, on est mieux de ne pas le faire. Pour moi, une subvention, c'est un cadeau du Père Noël. Donc, pas de subvention, on ne fait pas le projet ou on le fait parce qu'on est capable d'une planification financière qui le permet. Donc là, je me suis promené, je disais que j'avais refusé l'emploi à Amos. Et pas à Amos, mais là-bas. Est-ce que je le regrette?
non, je pense que j'ai eu un bon employeur pendant 43 ans. Je pense que j'ai eu la confiance. J'ai pas eu trop de troubles dans ma vie, si ce n'est que de devenir un workaholic. Mais on m'a souvent reproché d'être un pro-citoyen. Et je vais remplacer Landrienne 2 semaines. Je vais toujours être un pro-citoyen parce que c'est comme pas acceptable pour moi qu'une organisation municipale, quelle qu'elle soit, parte, je sais pas, une poursuite contre les citoyens ou refuser. Je pense qu'on est là. Moi, je sais très bien qui paye ma paye. Là. Je sais très bien qui me payait. C'est les citoyens. Puis, je suis là pour les défendre. Je respectais toujours le cadre légal. Là. Des fois, je suis obligé d'étirer l'élastique un peu. mais pour moi, c'est important. Quand il y avait un citoyen qui avait un problème d'égout, là, le vendredi qui m'appelait, là, j'y allais. J'y allais, puis juste le fait d'y avoir aidé, je venais de régler 50% des problèmes. Tu sais, je pourrais vous raconter une année sur ça. À un moment donné, j'étais à un souper chez moi, il y a un téléphone qui sonne, là, c'est mon chum qui s'occupe de la balle longue à l'Arena qui me dit « On voit plus rien. Viens voir ça, on voit rien, les lumières sont pas là. » Fait que moi, je me déplace, je vais au terrain de balle, je regarde ça avec lui. Je dis « Ouais, t'as raison. » Je dis « On va m'occuper de ça lundi. » Et là, moi, le lundi arrive, j'oublie carrément la question de la lumière du terrain de balle. Puis, à un moment donné, le maire reçoit une lettre en disant, grâce au déplacement de votre DG, s'occuper de notre dossier. Il est venu nous voir, il a réglé le problème, ça a pris moins d'1 semaine. Sacrifice. Savez-vous c'est quoi qui s'est passé? Moi, le lundi matin, là, je l'avais oublié le terrain de balle. J'ai jamais rien fait, jamais été là. Puis c'est la première fois que j'ai eu une lettre de remerciement d'un citoyen sans avoir rien fait. Fait qu'il il a énervé comme ça quelques-uns dans ma vie. Je pense que c'est un job pour moi, ça m'a. On va aller voir. Je pense que c'est bon pour moi, ça. Fait que, on a fait le tour, les emplois, on a fait le tour. Mais là, je vais écouter vos prochaines questions parce que j'ai l'impression que je suis en train de faire un monologue. Là. Non, mais c'est intéressant, c'est parce que t'as tellement à dire, Guy, on t'écoute, c'est un flow. Nous autres, on est juste des intervieweurs. Si on te pose une question, t'en donnes 3, donc on est content. Alors, on a combien de temps, là? 1 heure ou 4 heures? On a 6 heures, si tu veux. Parfait, on va prendre 6 heures. On est comme Jean-Marc Parent. Donc, c'est un peu ça, ma carrière. Donc, non, pas de regrets. J'ai l'habitude de ne pas avoir de regrets pour ce que je fais. J'ai appris avec moi-même dans la vie, là, à payer. Fait que quand je n'ai pas, je paye. Puis sinon, je me tourne vers mes beaux-frères d'un fois ou mon frère qui viennent me poser la pierre à dalle en avant de chez nous, ou des choses du genre. Et pour chez nous, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ma famille, là, il y en a 3 ce soir. Il y a 2 de mes sœurs. Hein. Il y a José qui est en train de faire les élections. Il y a Suzanne et il y a mon frère dans le coin que lui, personne ne connaît. Là. On dirait que j'ai juste des frères, des sœurs, que j'ai pas de frères. Là. Mais ça s'explique. Parce que mon frère fait du syndicat, puis moi, j'étais le patronat. Ah oui, c'est ça. Fait qu'on ne s'est pas vu souvent, parce que quand on se voyait, ça faisait souvent des petits chocs culturels, puis qu'on a décidé à un moment donné Travailler au travaux publics. Parce que là, mon père prenait pour moi, ma mère prenait pour lui. Pour me niaiser, mes 2 sœurs faisaient du syndicat aussi, puis là, je me suis ramassé un peu tout seul. Un contre toute la gang, j'ai dit, bon, on arrête de parler de syndicat, on parle plus de relations de travail. Donc, Sylvain, que peu de personnes connaissent, là, qui est marié avec ma belle-sœur. Hein. Moi, j'ai vraiment une belle-sœur autochtone. Là. Et mon frère demeure sa réserve. Il est tellement proche de la route 109. Là. C'est le premier du bord quand vous rentrez. Là, j'ai toujours dit, s'il a peur, il va sauter dans la route. On va être correct, mais ça va. Donc, j'ai toujours une famille. J'ai une sœur de décédée à l'appui. Des parents qui ont appuyé toutes mes démarches là, dans mon bénévolat, etc. Donc, j'ai eu des parents altruistes. Je pense que ça l'a détendu sur moi. Et voilà une raison pourquoi je m'implique dans la communauté hier, aujourd'hui et demain. Demain encore. Cool. C'est comment de jongler avec une vie de famille quand on est occupé comme ça, qu'on est... C'est une question pour moi, celle-là, je vous garantis. C'est une bonne question que tu m'avais dit que tu ne me poserais pas, mais bon. Oh! Écoute, quand... Là, on dit toujours, avant, tu savais que je serais de même, là. Donc, maintenant, faut que tu vives avec. Mais je ne dirais pas ça. Je pense que ça a été dur sur ma vie de famille. Ça a été dur sur ma santé. Ça m'a coûté peut-être... Puis là, je dis peut-être, là, parce que
j'ai eu un moment donné à divorcer avec des enfants très jeunes. Là, un petit bonhomme de 4 ans, ma petite fille a 7 ans. Est-ce que c'est mon absence? Est-ce que... Mais je suis souvent posé la question, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas vraiment la réponse. Là. On passe devant le juge, puis là, le juge rend une décision. Y a-tu rendu là-bas? On peut tout en remettre en doute. Mais une chose, c'est sûr, ça a été dur sur ma santé. Là, je suis arrivé... Et il m'a fait raconter un autre. Moi, j'avais un chum qui à toutes les années, il travaillait au public, puis il allait à la chasse. Okay? Et à toutes les années, automne après automne, j'avais de l'orignal. Il venait me porter un morceau d'orignal. Et là, à un moment donné, je dis à Yves, j'ai dit, c'est bizarre. J'ai dit, tu viens plus me porter de l'orignal à l'automne. Tu vas-tu encore à la chasse? Ah, il dit oui, je vais encore à la chasse. Mais le problème, c'est pas la chasse. C'est que tu as changé d'adresse assez souvent que je sais même plus où tu restes. Donc, pour en revenir, j'ai eu dans ma vie une deuxième conjointe qui travaillait à la ville. Puis maintenant, une troisième. Ça fait, en longévité, là, j'ai plus donné de fait avec Claire, là, qui est assise en avant de moi, qu'avec les deux autres ensemble. Là. Donc, j'imagine que, j'ai dit, là, je ne prenais pas de contrat de faire du remplacement ou du coaching à l'extérieur, donc ça devrait se placer. Et le truc, parce qu'à un moment donné, on développe des trucs et comme mon implication des forestiers, j'ai réussi à la convaincre après plusieurs heures d'embarquer dans les forestiers aussi. Donc, Claire est rendue trésorière adjointe des forestiers, s'occupe des pensions. C'est une façon, je pense, de l'avoir. Dans ce cas-ci, c'est des façons de l'avoir. Mais chanceux, jamais de critique parce que je quitte. Donc, je pense que dans la vie, j'ai fait ce que j'ai voulu. Puis aujourd'hui, j'ai ce que j'ai voulu, puis je récupère ce que j'ai voulu aussi. Là. Tant mieux. J'ai le goût de... Tu as commencé en 2004 de DG à la Ville d'Amos? J'ai commencé à la Ville comme DG en février 2000. 2000. Ouais. Nika, quand même un contexte économique bien différent d'aujourd'hui, même probablement plus difficile économiquement. Comment c'était la ville, le territoire, l'écosystème économique d'Amos à ce moment-là? Ça devait être un défi, j'imagine, pour le gestionnaire? Je pense que c'est encore un défi aujourd'hui. Ça a toujours été des défis. Tu sais, ça dépend toujours de ton conseil. Moi, j'ai toujours dit, parce que j'ai siégé au conseil d'administration de l'Association des directeurs généraux municipaux du Québec, et à un moment donné, je dis à mes chums que de prendre le temps de regarder l'aspect politique ou l'idéologie politique des élus. Oui. Dépendamment de ton maire ou de ton conseil, ça va t'emmener sur une trace là, à suivre. Je vous donne un exemple. Quand j'ai eu Jean-Paul Veilleux comme maire, je savais très bien que c'était un libéral. Jean-Paul était un conseiller principal de Jean Charest. Je savais que là, on ferait des affaires, on ferait des cocktails là, toutes les semaines, qu'on serait invité à manger des petites bouchées chez madame, une dame qui recevait le conseil, et que là, on parlerait business. C'était vraiment business. Bon, Jean-Paul joue au hockey, en tout cas, il essayait de jouer. Donc, un peu de loisir. Un peu de loisir, mais très business. Quand je suis arrivé avec Ulrich, tout autre chose. Ah oui, tout le monde, c'est pas une cachette, là. Ulrich, c'était un péquiste indu. Ulrich était conseiller de l'évêque, conseiller de Lucien Bouchard, conseiller d'à peu près tous les premiers ministres qui originaient du Parti québécois. Et là, c'était pas question... là, c'était vraiment l'aspect social, l'aspect culture, l'aspect... et Ulrich avait des... Si je voulais faire fâcher Ulrich, je disais, Ulrich, je vais faire un règlement là-dessus. Là, il y a Ulrich qui arrive, vous comprenez, d'Haïti. Pour lui, les règlements, pas question de règlement. Guy Tabanouche, ouais, mais là, ça marchait pas. Il fallait que je fasse de la sensibilisation pour Ulrich. Et là, je savais très bien qu'on était plus vers la gauche, qu'il fallait s'occuper des gens. D'ailleurs, vous avez vu, là, pour lui, son grand rêve, c'était de réunir les deux rives. Là. Ça a été fait avec la passerelle. Et
Et là, j'ai des anecdotes que je pourrais vous raconter sur Uric après, parce que j'ai été le plus longtemps avec Uric, comme maire qu'avec tous les autres. Là. Donc, là, je savais qu'est-ce qui se passerait. Donc, à partir de là, quand je regardais le conseil, je regardais les élus, tu sais, dans le conseil d'Uric, il y avait 3-4 libéraux solides là-dessus. Donc, ça faisait des petites, pas des frictions, mais des discussions assez animées. Des accords. C'est ça. Dans le cas de Jean-Paul... il y avait un conseiller qui n'était pas dans le club, là, fait que Jean-Paul tirait sa corde, tous les conseillers levaient la main. Là, donc ça, c'est pas nécessairement bon dans un système démocratique quand il n'y a pas d'opposition. Tu sais, le truc, c'est d'avoir l'opposition. Comment était en 2000... tu sais, quand Mme Turpin était au pouvoir, c'était pas compliqué. Là. Il fallait mettre la dette à zéro, tout à zéro. Donc là, on s'est promené d'Amos. On a fait le tour. À l'époque, c'était la Sorel qui avait mis ça à zéro. Plus de dette. Quelques années après, c'était la municipalité la plus endettée au Québec. C'était le temps des poubelles aussi. Là. Moi, je suis arrivé en 2000. J'ai vécu les poubelles vertes, les poubelles bleues. J'ai vécu, à l'époque, le BAP. Hein, j'ai passé au BAP. C'était une de mes premières sorties, être au BAP à l'époque. Donc, tout ça, j'ai connu donc l'aspect des poubelles. Croyez-le ou pas, à Tressessor, l'année dernière, j'ai vécu l'aspect des fosses septiques. Au bout de la ligne, ça se ressemble pas mal, là, les résultats. Les résultats tiennent la route. Donc, on essayait de développer, puis là, il y avait toutes sortes de systèmes. Là. À l'époque, il y avait le Conseil économique avec André Talbot. À un moment donné, il y a eu plein d'efforts de fait avec la Chambre, avec les arrivé à peu près dans ce temps-là, la question des CLD. Je ne peux pas te préciser les dates, là, mais moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu le transfert du tourisme de la MRC à la ville. Donc, à un moment donné, on me dit, Guy, tu t'occupes du tourisme. Je m'occupe du tourisme. Moi, je pensais plus que j'étais un touriste que d'un tourisme. Donc, j'ai même déjà eu une bonne discussion sur ma job avec M. Lavasseur, qui est assis présent, là, qui est en train de développer des stratégies économiques. Laurent a écrit un bon film. Malheureusement, il n'y a pas eu personne pour le mettre en branle. Donc, sinon, il avait écrit tout un film. Après, on fait le tour d'à peu près toutes les municipalités de la MRC. À travailler avec lui maintenant, à Radio Boral, je reconnais là, son verbe, son écriture, qui a fait des choses assez extraordinaires pour notre région. Laurent a une réunion demain, il n'a pas besoin de m'amener un petit bill, ça va être correct. Là. Donc, pas facile. Puis avec Uric, c'est encore pire. Là. Donc, Mme Turpin voulait dire, Uric arrive, lui, c'était, tu vas dépenser ce qu'on a sauvé. Donc, si on a fait un règlement d'emprunt, puis que là, on rembourse le règlement d'emprunt de 2 millions, bien, tu as le droit de faire des projets pour 2 millions. Ça, c'était longtemps comme ça. Est-ce que ça l'a fait reculer Amos? En tout cas, il y a peut-être des dossiers qui ont été pris un peu... Ça a pris peut-être un peu plus de temps. Mais encore là, je pense que quand il y a un conseil municipal, il n'y a personne qui se lève le matin pour dire, bien, quelle mauvaise décision aujourd'hui je peux prendre, là. Personne ne fait ça, ni celui qui vous parle. Donc, on vit avec ça. Contexte 2000... Là, personne n'avait prévu qu'on aurait une pénurie de main-d'œuvre à l'époque. Donc, on faisait des petits bouts de chemin, des projets, des plus petits, mais on en a fait quand même des gros. Là. Je veux dire, on parlera de la rénovation de l'Arena. Moi, j'ai vécu les trois rénovations. La première en 74-75, l'Arena, Lucien Pivon, là, que tout le monde dit la glace 1, qu'aujourd'hui on appelle la glace 2. Là, je comprends pas. C'est toujours l'Arena sur les Pivon. J'ai fait celle-là. J'ai connu celle de 87 où on a passé des estrades vert, bleu, jaune fluo, etc., avec des sièges dans l'Arena. Et ça, on est dans les années 88 sous Jean-Paul Veilleux. Et c'est là que j'ai eu un mandat de Jean-Paul de dire, bon, on a un Arena maintenant, tu vas t'arranger, j'ai un Eclipse Midget 3. Donc, les forestiers qui sont avant moi sont arrivés par un mandat du conseil et non pas de mon propre chef. Et on a connu la dernière rénovation qui peut être une rénovation, la construction d'un nouveau complexe complètement, là, qui est rendu la glace 1, hein? C'est bizarre, là. Lui, c'est la glace 1, l'autre, c'est la glace 2, mais pourtant, c'est le pavillon Paul Carrière comme c'était avant. Donc, j'ai passé au travers ces trois étapes-là. Là. Des fois, je regarde combien que ça fait d'années à Amos, l'année d'Amos, puis je regarde mon nombre d'années de service. J'ai presque passé 50% du temps de développement de la ville au service des citoyens, hein, parce que c'est vraiment au service des citoyens que je me plais à dire et non pas au service d'un conseil, etc., etc.
Ça se peut-tu que... Les citoyens sont reconnaissants, c'est ce que j'entends. Ils sont mieux d'être reconnaissants. Je les connais tous. Oui, c'est ça. Je continue sur Ulrich. Ulrich. Il y a 2 journées que je vais me souvenir dans ma vie. C'est le 11 septembre puis le départ d'Ulrich. Toi qui étais proche d'Ulrich cette journée-là, j'imagine que tu vas t'en souvenir toute ta vie. En fait, j'ai eu beaucoup d'anecdotes. Là, j'ai échappé mes cartes à terre. Je vais tirer de mémoire. Avec Ulrich, mais avec Ulrich, quand il était avec mère, on avait fait un pacte. Le pacte, c'était « Guy, je ne me mêlerai pas de ton personnel, mais tu ne feras pas de politique. » Que moi, j'avais dit Ulrich. Donc, tout ça m'a amené un peu plus tard à connaître Ulrich. 2 fois, je suis fâché. Donc, à un moment donné, Ulrich, je ne sais pas où, là, on était très peu à la mode avec les cellulaires. François Gendron m'appelle, dit Guy, il y a une subvention de X 1000 $, là. Qu'est-ce que tu fais? T'apprends ou t'apprends pas? Là, moi, c'est l'argent. Je vous ai dit tantôt, les subventions, c'est un cadeau du Père Noël. Ben, on va dire oui. Donc, je dis oui. Ulrich arrive de vacances. Guy, tu as fait de la politique. Oui, Ulrich, je n'ai pas fait de politique. Il dit oui, tu as parlé à François Gendron. Oui, j'ai parlé à François Gendron. Là, j'essaye d'expliquer pourquoi j'avais parlé à François Gendron. Et c'est la première fois que j'ai vu Ulrich blanchir. Il était en tabarnouche après moi. Il était, je ne sais pas combien de jours sans me parler. Puis ça, c'est la première fois que j'ai vu Ulrich fâché. Deuxième fois, j'ai vu Ulrich fâché. Tu sais, Ulrich, il se faisait lire presque avec les enfants. Là. Tout le monde connaissait Ulrich. Il allait à l'épicerie, puis tout le monde, il se faisait appeler Monsieur le Bonhomme Noir. Puis dans les élections, ben, les jeunes disaient à leurs parents, ben, vite pour le Monsieur Noir, etc., etc. Donc, il invitait les jeunes à venir à l'hôtel de ville. Puis là, les jeunes, ils venaient le vendredi après-midi, puis leur redonnaient des épinglettes de la ville. Là, à un moment donné, il va à l'épicerie, puis là, il voit un petit jeune qui restait près de l'hôtel de ville, puis il dit, tu viens plus me voir à l'hôtel de ville? Le jeune, il dit, j'aurais voulu y aller avec mes amis, mais quand on est arrivé à la porte de l'hôtel de ville, la madame là, qui répond au téléphone, elle a dit qu'on ne pouvait pas y aller pour ne pas vous déranger. Le lundi matin, Ulrich arrive à l'hôtel de ville et dit, Guy, là, je vais faire de l'ingérence dans ton personnel sous moi. Si vous aviez entendu ce que Ulrich a dit à la réceptionniste en disant, écoute-moi bien, là, c'est moi qui j'ai mon agenda, puis quand les enfants veulent venir me voir, ils passent droit, puis ils viennent me voir dans mon bureau. Mais moi, je vous le dis poli, là. Mais tabanouche, lui, il n'a pas dit poli comme ça. Là. Il n'était pas si poli que ça. Fait que ça fut une petite passe, une anecdote avec Ulrich. Je vais continuer un bout avec Ulrich avec des anecdotes. À un moment donné, Ulrich, il me dit on va aller à Val-d'Or, j'ai une réunion, on va aller rencontrer le ministre. Le ministre des Affaires municipales à Val-d'Or. J'ai dit, c'est bien correct, Ulrich. Il dit, je vais t'entendre dans mon troc, là, devant de la porte, viens me rejoindre. Fait que là, moi, je m'en vais, il est dans son gros VUS, là. Puis là, il m'attendait. Moi, j'arrive là, je m'assois en arrière. Que là, il me dit, Guy, qu'est-ce que tu fais, tabarnouche? Je suis en avant. J'ai dit, Ulrich, t'as-tu déjà vu ça, toi? Normalement, il dit, tu devrais avoir même ta casquette pour me chauffer. C'était... Ça a été la seule fois qu'on a voyagé ensemble en région pour une réunion. Une autre fois, et là, j'ai dit témoin, Ulrich détestait l'avion. En fait, Ulrich était tellement gratienne qu'il ne voulait pas prendre l'avion parce que ça coûtait trop cher. Fait qu'il voyageait en autobus. Donc, il voyageait, partait à 11 h la nuit, il avait 8 h le lendemain matin, etc., etc. Et à un moment donné, il fallait une commission parlementaire à Québec, c'était pour avoir les crédits de taxes gratuits. Mais en fait, pendant 4-5 ans, on se présente là. Évidemment, la commission parlementaire est en retard. On passe droite, manque l'avion. Là, Ulrich, il dit, là, je dis, Ulrich, on va aller réserver tout de suite l'avion pour demain matin. Il dit, Guy, t'as pas compris. Appelle au terminus, on va aller prendre l'autobus. Là, on est parti à Québec. On a pris l'autobus de soir de Québec. Puis là, en m'emmenant, demandez-moi pas pourquoi. Moi, je suis en arrière d'Ulrich. Puis là, lui, il est en avant. Puis là, je me mets à y frotter la tête. Là, il frotte. Hey, c'était vraiment drôle. C'était drôle de sensation, je vous le dis. Là mon Ulrich, il se lève. Guy, tabanouche, qu'est-ce que tu fais? Ben là, je lui frotte la tête, pas content. Fait que ça, c'était une autre petite affaire. Ulrich, à un moment donné, on a une réunion à Montréal. Claire était là. Et il fallait rencontrer le président d'Investissement Québec et le ministre des Affaires municipales. Puis qu'on s'en va à Montréal. Que là, je loue un auto parce que j'avais l'habitude de louer les autos. Là. Et on part à Montréal. Première chose, qu'on arrive Mont-Laurier. Guy, Saint-Hubert. Ça pour Saint-Hubert. On arrive à Montréal, on reste dans un hall des N sur la rue Sainte-Catherine, et juste en diagonale de nous, qu'est-ce qu'il y a? Un Saint-Hubert. Alors, pour souper, un Saint-Hubert.
Le lendemain matin, une chance que Saint-Hubert ne faisait pas des déjeuners. Je pense qu'on a arrêté de déjeuner là. Fait que pendant toute la semaine, puis Hitler était là, on a mangé des Saint-Hubert. Mais ça, bon, on mange Saint-Hubert, du poulet, là. Mais là, moi, j'arrive le matin de la rencontre avec le... Puis là, Ulrich, il était chic, ça se peut pas, là, tu sais. Il avait une chemise blanche, puis il était noir, là. Ça faisait vraiment un choc culturel. Mais là, moi, j'arrive le matin, il est 6 heures le matin, on partait à 8 heures. Je dis à Claire, ils sont où mes souliers? Ben là, elle dit, mes souliers, tes amis dans le char? Non, ils sont pas là. Là, elle me dit, ben va en acheter une paire. Ben, je dis, ben, c'est parce qu'il est 6 heures du matin. La seule chose que j'avais, là, c'est des crocs. Que là, je suis parti en habit style tuxedo, avec des crocs, avec Ulrich. Et là, je me dis, si Ulrich, il voit mes crocs, je me fais tirer, là. Il m'avait dit, Guy, là, on rencontre le ministre, il faut faire effet. On a fait effet. J'avais des crocs, on s'en va au Semestement Québec. Là, on est reçu, puis là, il n'y a pas de bureau, hein, c'est un salon, là. Grand salon avec des sofas. Là, on vient de me rejoindre. L'adjointe a dit, est-ce que je peux prendre votre porte-document? Non, madame. Non. Je la mettais sur mes pieds. Soyez-en assurés. Bref, Ulrich s'en rend pas compte. On sort de là. Il fallait aller au bureau du ministère des Affaires municipales. Là, on embarque d'un taxi. Je me suis en arrière cette fois-là, comme d'habitude. J'ai rien changé. Là, Ulrich, il embarque. Là, on est là dans l'auto. Puis c'est un autre noir qui conduit, là. Là, Ulrich, il dit, tu pars quand? Ben là, le monsieur ne partait pas. Il dit, là, ça fait 10 minutes que j'attends, tu pars quand? Là, le chauffeur du taxi dit, bien, monsieur, regardez, ouvrez votre porte, là. La porte est en avant de vous. Fait que là, moi, Ulrich paniquait, il était vraiment pas content. Fait que, on a fait le tour, toujours avec mes croches, où il l'a su, puis il n'en a jamais parlé, ou, en tout cas, il m'en a jamais parlé. Mais ça, c'était un voyage un peu fatigué, en croc, cravate, veston, presque tuxedo, mais on va dire que c'était pas reposant. Là, je vous le dis, j'en ai une coupe sur Ulrich, là, je vous répète. Regardez, je regarde en bas là, mes cartons. Mais un autre Ulrich, on parlait souvent, je vous parlais tantôt qu'Ulrich, c'était pas de besoin, tout le monde le sait qu'il avait un grand cœur. Ulrich, chaque année, de son salaire de maire, je ne vous dirai pas le montant, là, mais vous seriez surpris combien il donnait d'argent à des gens qui ne payaient pas l'électricité, des jeunes qui faisaient du sport, des jeunes qui voulaient aller à l'école. Moi, je le sais parce que je faisais ces chèques. Assez impressionnant du montant. Puis là, moi, je dirais qu'arrête de faire ça. Là. Prochain maire, s'il n'est pas retraité de la commission scolaire, il ne pourra pas le faire, mais c'était plus fort que lui. J'imagine après, je sais que Mme Turpin a commencé à recevoir... Mme Chaurbin a commencé à recevoir chez elle des demandes de dons. Pas sûr qu'Ulrich qui avait expliqué qui donnait pas mal de dons et le montant qu'il donnait. Donc ça, c'est un côté d'Ulrich à retenir. À un moment donné, il y avait un citoyen qui ne payait pas sur l'électricité. Là, il m'avait fait un package. Là. On avait convenu que pendant 1 an, on payait moitié-moitié des comptes d'électricité. On l'a fait. Là, après, j'ai dit, Ulrich, tout après, prochain budget Ulrich, j'aurais besoin d'un ajustement de salaire. Donc, ce fut des moments mémorables. Avec Ulrich, d'autres choses qui m'est arrivé. Ulrich ne m'a pas demandé grand-chose quand il était maire, à part de ne pas faire de politique. Là. À un moment donné, il m'avait dit... il avait été, vous savez, il y a eu un moment donné, un bouquin qui est sorti, c'est Haïtiens qui ont bâti le Québec. J'ai toujours le volume chez nous. Et là, il me demande un bon moment donné, il dit, tu pourrais-tu venir à la présentation du livre? Là, je vais être présenté comme étant un des bâtisseurs au Québec. Ça me tentait vraiment pas, là. Mais vraiment pas, là, c'était à Laval. Et, finalement, c'est le maire, hein? Et je savais qu'il m'avait donné un coup de main dans le passé, dans d'autres dossiers. Donc, je suis parti le matin à Laval, j'arrive au Sheraton, et il devait y avoir à peu près 1500 personnes dans la salle. Là, je regardais ça. Mettons que c'était, en blague, je pourrais vous dire noir de monde. Que là, moi, j'arrive là. Je pense que j'étais le seul blanc de la gang. Là, Ulrich, il vient me chercher. Là, il m'amène à sa table, il me présente à ses convives. Et là, il se branche sur moi, puis il me dit à l'oreille, Guy, comment tu te sens? Je savais vraiment qu'est-ce qu'il voulait me dire, là. Et là, il complète en disant, tu sais, Guy, depuis 1976, je me sens comme toi, mais moi, j'étais le seul noir à Amos. Donc, tu comprends vite. Donc, ça, c'est une autre anecdote que je me suis rappelé. La deuxième chose qu'il m'a demandé, Ulrich, Laval,
pas jouer dans la politique. Et la troisième m'avait demandé à un moment donné, tu pourrais-tu m'amener chez mon médecin à Montréal? Et là, vous vous rappelez qu'en dernier, il avait comme cancer sur les lèvres. Donc, il dit, tu pourrais-tu venir me reconduire? Évidemment, j'ai dit oui. Je suis allé le reconduire à Montréal. Tu allé chez son médecin. On a fait, je me rappelle encore de l'adresse, là, sur Corbusier. Et on a fait presque un aller-retour. La semaine d'après, c'est un mercredi de mémoire. Moi, à l'époque, je déjeunais chez Atmosphère quand Jean-Pierre était gentil. Là. Donc, je déjeunais là. Puis, un moment donné, j'étais au déjeuner, à peu près. Puis, la Sûreté du Québec était là aussi. Là. Je ne sais pas combien de policiers qui partent à course, les sirènes, les ambulances, tout le monde part. Là, moi, j'y suivais. Je retournais à l'Hôtel de Ville sur la 4e. Puis, quand j'arrive à mon bureau pour me faire dire Uric vient de faire possiblement une crise cardiaque. Et là, j'ai appelé Uric Junior à l'hôpital. J'ai appelé à l'hôpital. Évidemment, j'ai eu l'information privilégiée pas à cause de moi, mais à cause de mon poste. Et c'est là le décès d'Uric qui est survenu. Et après, je devais partir en vacances. Et là, le conseil a dit non, tu ne pars pas en vacances. Tu vas t'occuper des funérailles d'Uric. Ce que j'ai fait une petite allocution pour Uric. Le curé n'était pas content après moi. Il disait que j'avais trop parlé. Un peu comme ce soir. Là. Ouais, mais nous autres, on n'est pas les curés. On est bien corrects avec ça. Il disait que j'avais trop parlé. Donc, j'ai fait ça. Et ça fait Uric. À un autre moment donné, temps d'élection, Uric nous invite, Claire et moi, à aller dîner au souper, donc souper chez lui. Là, je dis, bon, c'est correct. Je m'en vais souper chez Uric. Tout va bien. On sort en arrière de la bâtisse parce que là, j'arrive là, un chapiteau. Il y a à peu près 300 personnes. C'était son comité organisateur politique. Croyez-moi, je n'ai pas resté là longtemps là, parce qu'on a toujours un peu sur le spot là, quand on est directeur général, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Donc, j'ai quitté, mais il m'avait invité à son souper. Là, je fais un peu de coq à l'âne avec Uric. C'était aussi, on pourrait le qualifier de bon ou pas bon maire. C'était un maire pour les citoyens. C'est un maire, vous vous rappelez, quand il est allé pas au tricheur, mais au banquier. Il est revenu avec de l'argent, il l'a pas mis dans ses poches, il l'a donné. Bien qu'il y avait des gens d'affaires qui étaient contre la passerelle, hein, parce qu'on a eu aussi à passer au travers de ça. Il l'a donné. Et encore là, c'est un politicien de son âge, politicien avec ses croyances à lui-même, près des jeunes. Et bon, ce fut un passage. Là, si je regarderais mes notes, je vais regarder si j'en ai d'autres, là. Non, mais tu sais, pendant que tu regardes tes notes, c'est ce qui est rare de l'Uric. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un politicien à Amos qui a rassemblé autant les gens derrière. Oui, puis il a réussi à les réunir les deux rives, là. Hein? Oui. Fait que, il faisait déjà de façon morale, puis là, on a Jean-Pierre Frigon qui Jean-Pierre est toujours là. À TV, ils ne verront pas sur la vidéo, mais ça pourrait faire que Jean-Pierre se met à mes genoux. Il est redevenu gentil, ça te dit de se retourner manger. D'habitude, c'est moi qui se met à ses genoux. Donc, j'ai parlé d'Uric, j'ai parlé de ses dons, je vous ai parlé du dîner, de mon voyage à Québec. Parlé pas mal d'Uric. Dans ma carrière, parce que là, vous dites que vous vouliez que je vous raconte des petites anecdotes, mais drôle et pas drôle. Ce que j'ai trouvé moins drôle d'Uric, Uric avait vraiment un grand cœur et il voulait aider tout le monde. Mais, une fois, il m'a joué un bon tour. Vous savez, quand on fait des demandes de subvention au gouvernement du Québec, on ne peut pas commencer avant d'avoir la lettre signée du ou de la ministre. Si tu fais ça, tu risques de perdre ta subvention. Maintenant, on a le contrat pour faire la 5e annuesse. La 5e annuesse, c'est où demeurait M. Barre. D'abord, il marchait là depuis longtemps qu'on fasse la 5e annuesse. Donc là, on fait la 5e annuesse. C'est une compagnie de Val-d'Or qui a le contrat. Puis là, le dimanche soir, appelle Uric, puis il dit à Uric, je pourrais-tu amener ma machinerie? Tu sais, où est-ce que l'école Saint-Aviateur, là, il y a comme maintenant, il n'y a plus de rue, là. Je vais aller mettre ça là pour demain être plus prêt pour commencer les travaux. Vous connaissez Uric? Pas de problème. Que le monsieur de Val-d'Or va taire l'entreprise, bien installer sa machinerie, puis il les pose là pour le lendemain matin commencer. Le lendemain matin, il y a un inspecteur du ministère des Affaires municipales qui lui dit à nous, vous avez commencé les travaux. Là, on dit non, on n'a pas commencé les travaux. Il dit oui, vous avez mobilisé la machinerie. Donc, vous avez commencé les travaux. On l'a perdu, la subvention.
On l'a perdu. C'était une somme substantielle parce qu'on avait commencé les travaux. Et là, t'as beau d'en faire de la politique, là, j'en faisais un peu, là, mais on a perdu la subvention. Donc ça, c'est peut-être, si Uric m'entend, le dossier qui l'a le plus fâché. Plus que quand j'avais fait de la politique avec Gendron, là. Mais j'imagine. Il n'était vraiment pas content de la subvention qu'on venait de perdre. Ça, c'est pour Uric. Madame Turpin. Madame Turpin, j'ai parlé tantôt de ses qualités, mais pendant son mandat... C'est-tu là qu'on parle des trottoirs en asphalte? On a fait des trottoirs en asphalte, mais ça, on les faisait pour Uric l'année dernière. Moi, j'avais 7-8 ans, je faisais du rollerblade là-dessus, ça allait nickel. Non, c'était pas tout à fait ça. Dans le temps de Mme Turpin, j'ai eu une menace de mort. Oh. Ah oui? Pas de Mme Turpin. Heureusement. Non, à un moment donné, j'arrive à l'Hôtel de Ville, puis il y a un citoyen dans mon bureau qui m'attend et qui me raconte ses problèmes. Puis là, je dis, je vais aller voir ça demain. Demain, c'était soit la Saint-Jean ou la Confédération, l'un ou l'autre. Là. Et il dit, tu ne viendras pas, tu vas être comme les autres. Je t'avais de vous faire sauter toute la gang. J'ai dit, demain, je vais être chez vous. Et il me dit, tu ne seras pas là. Les autres, ça fait 10 ans qu'ils me le promettent. J'ai dit, pire que ça. L'autre, deuxième visite, je vais amener tout le conseil chez vous. Il ne me croyait pas pantoute. Fait que là, n'oubliez pas, cette période-là, ma conjointe, c'était la greffière, avocate. Y a-t-il des avocats dans la salle? Non. Pas facile. Puis là, j'arrive chez nous, je dis ça. Elle dit, tu n'iras pas là. Comment ça, tu n'iras pas là? Oui, je vais aller là. Elle dit, c'est criminel? Ouais. Pendant ce temps-là, elle appelle le chef de police. Le chef de police qui arrive chez nous. On va dire le directeur, puisque quand je disais chef, il n'aimait pas ça. Il me disait toujours Céléo à l'époque. J'ai pas de plume. Donc j'ai dit, le directeur de police, mais c'était pas Céléo, là. C'était Daniel Saint-Amand. Il me dit, Guy, tu n'iras pas là. Oui, je vais aller là. Fait que là, il dit, c'est pas toi qui va décider. C'est Mme Turpin qui va décider. Parfait. On s'en va à son chalet à Pressac. On arrive à Pressac. 2 chiens dehors qui aboient. On est les 2 dans le char. 2 petits hommes dans le char, du char de police. 2 chiens, personne qui débarque là. On avait peur toutes les 2. Finalement, il klaxonne, il allume le spot de son auto. Mme Turpin sort, puis on explique le dossier. Et là, Mme Turpin a dit, tu n'iras pas là. Elle dit, Mme Turpin, écoutez bien ce que je vous dis, là. Au risque de perdre mon emploi, ma parole est plus importante que mon emploi. Et le lendemain matin, je me suis présenté. Moi, il y avait une surveillance, là. J'étais une couple de police, là, un cellulaire, etc., etc. Je me suis présenté chez le citoyen. Je suis allé voir son problème. Et quand je suis revenu, je dis au citoyen, je dis, écoute bien, moi, hier, je t'ai dit que je viendrais chez vous. Je suis venu chez vous. Maintenant, je te dis, tu vas prendre ta camionnette, tu vas me suivre, là. Le directeur de police nous attend chez Atmosphère, puis tu vas venir devant lui et retirer les paroles que tu m'as dit hier. Parce que si tu me dis ça, là, si tu fais pas ça, crois-moi, je t'ai dit que je viendrais, j'ai tenu ma parole. Là, je te donne ma parole que si tu le fais pas, je te poursuis au criminel. Le citoyen est venu, on a réglé ça par une poignée de main, je pouvais le poursuivre, et avec le temps, comme c'est souvent le cas, c'est devenu pour moi pas un ami, mais un bon chum. C'est quelqu'un aujourd'hui, je suis sûr que si vous iriez parler contre moi, il viendrait menacer notre famille? Oui, il irait vous menacer. je pense que ça, c'était la partie moins drôle. Et c'est suite à ça qu'on a commencé à barrer les portes à l'Hôtel de Ville. Si vous ne pouviez plus, avant, on rentrait par l'Hôtel des Oscars, on montait dans un bureau, on attendait les employés, on fait plus ça, c'est barré. Et durant la même période, il y a un directeur général qui s'est fait tirer. Là. Donc, c'est à partir de... attends un peu. Là. Fait ça. Il y a un directeur général qui s'est fait tirer à l'Hôtel de Ville. Pas à Amos. Non, pas à Amos. OK, j'étais là tellement longtemps que je suis encore bien vivant. Donc, au Québec, le directeur général s'est fait tirer. Donc, là, les portes sont barrées, il faut passer par en avant, donc, etc., etc. Ça, c'était un petit moment, là, j'en ai jamais trop parlé, mais un petit moment qui fait réfléchir quand même. Tu sais, es juste directeur général de la municipalité, tu te fais menacer. Je suis comme curieux, est-ce que tu es capable de nous dire c'est quoi son problème ou c'est trop pointu? Puis, c'est un problème relié à l'eau, ça, je peux vous dire ça. Okay. Puis j'avais dit que j'amènerais tout le conseil municipal chez eux voir ça. Ouais. J'ai amené tout le conseil municipal voir ça. Parce que le jour où je les ai menacés, si vous ne venez pas, c'est moi qui vais vous petit danger. Il y a eu des poignées de main avant le chef de police le lendemain, mon chum. Et
Bon, c'est tout relié à l'eau, là. Je vais... Mais c'est parfait. Ça, c'est en quelle année, à peu près? Ça, c'est en 2000. Je venais d'arriver, là. C'est arrivé en février, là, on parle de juin 2000. Là. On parle beaucoup de l'intimidation auprès des conseils municipaux aujourd'hui, mais c'était, dans le fond, déjà un problème à ce moment-là. Là. Ah ouais, avec c'était pas de réseaux facile, sociaux, mais quand même... Tu sais, l'an passé, il y a 700 élus au Québec qui ont démissionné. Là, c'est fou. 700 sur 1100, là. Plus personne ne veut faire ce job-là. Les DG... DG, même les maires aussi, beaucoup de maires. DG, il n'y a plus personne qui veut faire le job. Là. Quand on m'a appelé, la première fois que j'ai parlé à la DMQ, il y avait 700 postes de DG disponibles au Québec. Puis ça, directeur général, c'est pas un cours. Là. Tu ne suis pas ça à l'université. Tu apprends sur le tas. Là. Soit tu as une orientation environnement, administration, ingénierie. Tu sais, dépendamment où tu te situes. Là. Donc, pour appliquer, Pierre-Marc, il y en a 700 disponibles. Moi, je suis le vrai maire d'Amos. Pour les gens qui le savent, je suis le vrai maire d'Amos. Oui. Fait que moi, j'ai déjà un job. Il y a eu ça avec Mme Turpin. C'est sous son règne, Mme Turpin. Après ça, j'ai des collègues de travail, là, Léo Gagnon, qui n'a jamais été capable dans toute sa vie de dire huissier. Il a toujours dit Lucier. Il n'a jamais été capable de dire patate. Il disait patac. Puis à un moment donné, moi et mes chums, à la fin de l'année, on faisait toujours un petit souper. Puis moi et Laurent Martineau, s'était amusé en utilisant que son vocabulaire à parler à Léo. À l'époque, pour ceux qui connaissent, c'était Pierre Deschâtelet qui était directeur d'incendie. Lui, il m'en a fait une petite pause, par exemple. Donc, Pierre, à un moment donné, Léo avait toujours des chiens. Là. Je parle pas de sa gang, là. Je parle des chiens chez eux. Là. et Léo dit, j'ai un petit chien à donner. Pierre Deschâtelet dit, c'est correct, moi, je vais le prendre, ton petit chien. Puis à un moment donné, on parle. Pierre, Léo dit à Claire, il dit à Pierre, il dit, puis comment tu l'appelles ton chien? Ben, Pierre dit, je l'ai appelé Cléo. Là, Léo, il dit, voyons non, c'est pas un nom pour un chien, ça, où t'as pris ça? Il dit, c'est Léo. La pinche à Léo tournait, il n'avait pas accepté. Pierre Deschâtelet, parce que dans mon temps, à travers mes temps libres, j'étais pompier. Moi, j'ai été pompier à la ville, là, je vous le dis, là, sérieusement. Est-ce que tu étais pompier et DG en même temps? J'étais pompier, je n'étais pas DG quand j'étais pompier, mais j'étais pompier remplaçant. Dans les vacances, je remplaçais mon cousin là, pendant les vacances. Et à un moment donné, il y a un feu. Et là, quand tu es pompier, là, quand il y a un feu, là, tu capotes. C'est le fun dans ta barouette. Là, tu mets tes spots, tu peux aller un peu plus vite, tu fais attention au stop, mais tu vas. Fait que là, à un moment donné, il y a un feu à Berry. Et là, moi, j'étais en ville, j'étais en train de me rendre comme glacé, là, je pars avec mon char, ça va à Berry, trouve pas le feu. Je reviens à peu près 2 heures après tout le monde à Caserne. Là, mon Pierre est dit, Guy, pour je suis pas sûr, je te donne ton dédommagement, puisque les pompiers avaient dans ce temps-là un petit montant. Il dit, là, tu vas aller rouler les boyaux. Je dis, ouais, je vais aller rouler les boyaux. Ça aussi, c'est pas de la tarte, là. Quand tu es habitué de pousser un stylo et tu commences à rouler des boyaux, c'est pas de la tarte. Fait que là, je dis à Pierre, tu sais, Pierre, c'est vrai, je t'en vais en retard. Mais dis-toi, quand t'as passé le col, là, si tu m'avais dit que c'était à Saint-Gérard ou à Saint-Nazaire, peut-être je serais arrivé sur le feu. Et il dit, c'est correct, m'a donné ta prime. Fait que là, j'avais eu la prime. Ça, c'est Pierre Deschâtelet. Là, il y en a un, pareil, il ne faut pas que je vous compte. André Brunet. Oh. André Brunet, celui qui m'a embauché, hein, celui qui était là en 79 quand il a fait mes entrevues, là. C'est pas l'André Brunet que vous connaissez aujourd'hui. Bon, mettons. C'est pas l'André Brunet que vous connaissez quand il était maire. André Brunet, quand on nous appelait pour aller rencontrer André Brunet à son bureau, tout le monde en shakeait. Personne ne voulait aller là. Tu sais, t'allais voir André. André, il avait des petites lunettes comme ça, là. Puis là, il te regardait. Puis là, t'avais toujours l'impression que tu te dérangeais. C'était assez épouvantable. On ne voulait pas aller le voir. Puis quand il m'a engagé, il m'avait dit juste une phrase. Don't fucking the payroll. Hey, moi, j'arrive chez nous, je dis à ma mère, moi, je ne suis pas bilingue. Là. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Elle me dit, il dit de ne pas jouer dans le payroll. Là. Imaginez-vous, quand lui est maire, que moi, je commence à voir ma blonde qui est greffière se cacher pendant 1 an, là, avant de le dire. Là. C'était du sport, pas à peu près. Là. Je peux vous dire, puis à un moment donné, moi, j'ai ri d'André parce que c'est bizarre, parce que quelques années après, il est comme aller jouer proche dans le payroll, lui, avec, là. Fait que ça, c'est André. Pas facile. Et je vous dis, aujourd'hui, André, pour ceux qui le connaissent ou qui l'ont connu maire, il est beaucoup plus jovial qu'il était à l'époque. André, il a fait beaucoup de choses pour Amos aussi. Je ne vous parlerai pas de Laurier-Saint-Laurent. Je vous parlerai pas... Vous savez qu'on avait perdu le livre des minutes à la ville un moment donné.
À un moment donné, c'est là que j'ai commencé le greffier, moi. Je ne connaissais pas le greffe. À un moment donné, la greffière, à l'époque, avait mis le livre de minutes sur la poubelle de son bureau. Dans son bureau. Et quand la madame de ménage a fait le ménage, a pris le livre des minutes, elle l'a envoyé chez Contrex à l'époque, aux déchets, si vous aimez. Donc, envoyez le livre des minutes, plus de livre de minutes. Pour une municipalité, le livre de minutes, c'est l'histoire d'une ville. Là. Tu peux pas perdre le livre de minutes. Là, on n'a plus de livre de minutes, on n'a plus de référence. Là, le conseil dit, congédie la greffière, Guy, tu vas être greffier. Moi, greffier, là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Là, j'ai passé des semaines et des heures de fin de semaine pour apprendre à faire un règlement d'emprunt, un procès verbal, etc., etc. Mais là, il faut refaire le livre de minutes. À l'époque, on envoyait les procès-verbaux aux députés. Tous les procès-verbaux, à chaque réunion, on envoyait ça aux députés. François Gendron avait tous les procès-verbaux de ces 4 ans, de la période où on n'avait plus de livre de minutes. Il nous a donné les procès-verbaux, mais là, il a fait un décret du gouvernement pour qu'ils nous disent « on accepte maintenant votre livre de minutes ». Mais je vous dis, pas de livre de minutes, une municipalité, là, c'est l'enfer total. Donc, c'est François qui nous a fourni les documents pour qu'on puisse rebâtir et approuver par le gouvernement un livre des minutes. Aujourd'hui, j'imagine que c'est archivé différemment, c'est en ligne? On a encore un livre de minutes là, pour ceux de mon âge, que la couleur de mes cheveux, qu'on puisse toucher à du papier. Là. Mm-hmm. Vous autres, vous toucheriez à vos pitons. Là. Et c'est encore obligatoire, mais il y en a une partie, c'est archivé. Il faudrait agrandir la voûte. C'est archivé, mais aussi numérisé de plus en plus. Là. Mm-hmm. Oui, c'est encore très, très sérieux. Là. Quand je suis à Trécession, on a cherché le livre de minutes un peu. Là. Heureusement, on l'a retrouvé, là, mais on a cherché le livre de minutes. Donc, il m'est arrivé à la ville, tournoi amérindien, je suis un des fondateurs. Puis là, je vais pas dire les mots devant mon frère parce qu'il doit y connaître, mais à un moment donné, c'est le tournoi amérindien. Fred Kistabiche, que vous connaissez, il me dit Guy, va dire à capitaine, dans ce temps-là, c'était hockey, les gars, ils jouaient au hockey. Sylvain va sûrement se rappeler quand j'avais donné une punition d'antisportif à Jérôme, qui est un excellent joueur de hockey. Moi, puis Sylvain d'arbitrait, qui lui, il part après moi avec son hockey, qui voulait me battre parce que j'avais juste fait antisportif, comme si j'avais coupé le cou. Bref, donc les gars jouent au hockey, puis les filles jouent au ballon-ballet. La capitaine de Maniwaki, c'était une très jolie femme, là, très, très jolie femme. Puis là, mon frère Kistabiche, il dit, va y dire tel mot. Je ne le dirai pas parce que je ne sais pas si ma belle-sœur va écouter l'émission de TV, mais en gros, je ne vous le dirai pas en anglais, mais en français, de façon très polie, ça veut dire « Veux-tu faire l'amour? » Mais moi, je ne sais pas ce que je vais lui dire. Là. Je pars, m'envoyer dire ça. Là, c'est elle qui vient me battre avec son balai. Là. Ah oui. C'est épouvantable. C'est elle qui fait le signe antisportif. Donc ça, c'est des moments mémorables avec le tournoi amérindien dont j'étais un des fondateurs avec Louis Blanchette, Fred Kistabiche et René Molson qui était là. Donc, jouer dans les comètes, on n'en parlera pas. J'ai un excellent gérant à un moment donné qui a commencé, qui lui nous jouait des tours, mais quand il y en a joué un, il trouvait ça moins drôle. En fait, sa femme, à Charles, trouvait ça moins drôle quand on l'initiait, comme on se faisait initier à l'époque. Mais jouer dans les comètes aussi, une bonne carrière au hockey. Là, je devais les lancer mes feuilles parce que je veux vous laisser le temps de vos questions. Parce que vous vouliez que je vous parle de la ville. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Roland Barre. Roland Barre, je vous explique. Quand moi, j'étais jeune, je travaillais à la ville. Puis mes chums faisaient leur vie de jeunesse. Mais moi, pendant ce temps-là, je travaillais à la ville. Et donc, j'ai perdu 20 de mes chums. Quand j'étais à 22 ans, moi, j'avais un job. J'étais déjà un poste de cadre à la ville, mais pas d'amis. Dans la vraie vie, mes amis ont été des personnes âgées. J'ai siégé au conseil d'administration du Foyer Canada, à un moment donné, comme vice-président. Donc, après les réunions, j'allais sur les étages, je parlais avec les personnes âgées et eux me racontaient l'histoire d'Amos, dont je ne connaissais pas. Et à un moment donné, là, pourquoi je vous ai parlé? OK. Donc, tout ça, il faut vous dire que M. Barre, ceux qui l'ont connu, ils se vantaient toujours que si je travaillais à la ville, c'est grâce à lui, parce qu'effectivement, André Brunet m'a confirmé avant de m'embaucher qu'il est allé voir Roland, qui était peut-être 30 ans de mon âge en surplus. S'il s'accorderait avec un jeune, le Roland, il avait dit, mais il a joué tout l'été ici avec des jeunes, on va lui donner une chance. Bref, c'est devenu dans la vie mon meilleur ami. 84 ans. Et à cause de ça, bien, vous comprenez que j'ai décidé dans ma vie de m'occuper des enfants, donc des jeunes au hockey de 12 à 17 ans.
et des personnes âgées me disant que ceux de votre âge, messieurs, vous êtes capables très bien de vous occuper vous-même. Donc, ça fait en sorte que dans la vie, outre la vie de famille, ben, t'as moins d'amis, là, tu sais. Puis mon père m'a dit, fais-toi-en pas, là, des amis, tu n'auras bien autant que tu dois sans même temps. À soir, là, mais ça marchera pas, c'est toute ma famille, mais mettons que je paierais une traite à tout le monde, j'aurais beaucoup de chums. Beaucoup de chums, peu d'amis. Ça, c'était un peu l'histoire quand vous me dites la job. Déjà, t'es un peu en retrait, tu fais attention. Et donc, ça, c'était une autre histoire. Mais on va vous raconter, c'est la meilleure que j'ai vue avec Roland Barre. La plupart de vous connaissez, vous avez connu, en tout cas ceux d'Amos, François. François, il y avait un problème de santé mentale. Il était toujours à l'Arena, c'était notre ami. À un moment donné, Roland l'avait mis dehors de l'Arena. François a fait je sais pas quoi. Par le truc des petits cheveux, là. Tu prends un petit cheveu puis tu fais sortir dehors. À un moment donné, mon François arrive à l'Arena avec un gun. Là, mon François, il a un gun. Puis là, il pointe Roland. Puis il dit à Roland, lève tes mains. Là, lève tes mains. Hey, M. Barre, pour ceux qui connaissent, c'est nerveux pas à peu près. Et là, moi, je dis à François, puis on est tout après, la police arrive, François, lâche ton revolver, tu sais, ça n'a pas de bon sens, tu peux pas tirer M. Barre, là. En tout cas, bref, pour faire l'histoire courte, à un moment donné, on va reculer du micro, paf! M. Barre à terre, sur le dos, là, M. Barre, là, il bouge plus, là. Là, la police saute sur François. Ramasse le revolver. Puis on se rend compte que c'est un revolver de départ qu'il avait volé à Polyvalente quand il y a eu les compétitions d'athlétisme, mais ça a fait exactement le même effet chez Roland là, qui est tombé à terre. Finir avec Roland, puis celle-là, Claire a dit, mais là, compte pas ça, mais on vous l'a compté pareil. Vous savez, à la ville, on a des contremaîtres qui se promènent en pick-up. Je ne dis pas qu'ils font pas leur job, là, qui se promènent en pick-up. Puis, il y en a un que sa spécialité, c'est lumière rouge, c'était le doigt dans le nez. Il n'y avait jamais de mouchoir. Que lui, qu'est-ce qu'il faisait après son volant? Fait que là, il y avait de la grippe à la fin. Il y avait la grippe. Là, à un moment donné, le contremaître décède. Puis là, je dis à Roland, embarque avec moi, on va chercher le pick-up. Ça va chercher le pick-up. Puis là, à un moment donné, on fait un petit bout. Mon Roland, il me klaxonnait les breaks, il débarque. Monsieur Barre, malade, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, embarque, là. Puis quand tu vas tourner le steering, là, puis c'est tellement sec que ça te tombe sur les pieds, tu vas comprendre. tu vas comprendre ce que je veux dire. Fait que ça, c'était M. Barre. J'ai parlé d'André, j'ai parlé de Roland, des rénovations. Ben, je pense qu'on va finir ça là-dessus. On peut pas aller plus loin que ça. Je pense que c'est le meilleur anecdote qu'on peut pas avoir. Merci beaucoup. Ben, écoute, il va falloir te réinviter, je pense. Il reste 6 heures de podcast à faire, je pense. On pourra les faire. Là, j'irai plus dans le détail. Encore une fois, merci Guy pour tout ce que tu as fait pour la ville puis toutes tes histoires ce soir. Bon, un applaudissement pour Guy, tout le monde, quand même. Mais vous, votre émission, c'est appropriation culturelle. Hein? Oui, c'est ça. Checkez bien celle-là. Moi, je viens d'être nommé directeur des loisirs. Madame Bernier, à l'époque, qui est la présidente de la commission culturelle, vient me voir pour m'inviter à un vernissage. Un vernissage. Alors, moi, je viens du sport, là. Puis je suis pas un manuel trop. Puis là, je me disais, amène-tu un pinceau ou un rouleau? là, je savais vraiment pas là, qu'est-ce que j'emmenais. Puis là, je me présente un vernissage, c'est pour souligner l'auteur ou l'artiste qui a fait des prêts. Puis là, bon, moi, je savais pas pantoute, mais un petit verre de vin. Moi qui bois pas beaucoup. J'étais un peu gêné. Là. Puis là, je me présente là avec Mme Bernier, que peut-être vous connaissez pas, là, parce que... Et là, qui était là en avant des œuvres, puis qui me disait, regardez, M. Lolette, la profondeur... Et là, moi, la profondeur, je voyais un morceau de blanc. Là, regardez l'artiste ici qui doit avoir fait ça pendant une période où il était un peu en désespoir. Là, je me disais, il y a une petite fille de 6 ans, d'après moi, avec un pinceau en affrontant. Bref, c'était mon expérience, mon baptême de la culture avec un vernissage. Maintenant, je sais un peu c'est quoi. Mais écoutez, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné la chance de parler un peu de moi. Qu'est-ce qui va m'arriver bientôt? Ben oui. Je surprends que vous ne m'avez pas posé la question.
Alors, je vais vous la poser. Je vais me la poser, mais on vous répond. Ouais, il va y avoir des élections la semaine prochaine. Je ne vous parlerai pas de ça ici. Je suis posé de la politique. En fait, il y aura des élections municipales en novembre. Et au moment où on se parle, il y a déjà 4 rencontres qui ont eu lieu, à savoir si je ferais de la politique municipale. Tu sais, ce serait facile. Là. Moi, mon auto, j'embarque de temps le lundi, je dis Hôtel de Ville, elle s'en va toute seule. T'es allé tellement souvent. Donc, la réponse à ça, c'est je ne sais pas. Mais moi, je voulais au moins. Ouais, parce non, que je n'ai pas dit non, je ne sais pas, parce que ça circule. Et vous savez, quand il y a des histoires comme ça qui se promènent, il y a même un citoyen qui est venu chez nous récemment voir Claire pour savoir si c'était vrai, je me présentais en politique. Claire, elle ne sait même pas. Là. Claire arrive, elle dit tu me caches quelque chose. Là. Non, je te cache rien. Elle dit il y a un citoyen qui est venu moi m'assurer si tu te présenterais à la politique. Donc, je ne peux pas vous dire ce soir, je me présente à la politique. Je ne vais pas niaiser que la POC l'attend de la dernière minute, mais cette rumeur-là, au moment où on se parle, oui, il y a eu des rencontres, mais il faut considérer ça comme une rumeur. Au moment où on se parle ce soir. Mais moi, je voulais juste vous remercier aussi de m'avoir. Le lancement devrait avoir lieu quelque part en septembre. On peut effectivement. C'est en septembre, on peut déposer des candidatures, on pourrait tout de suite. Mais bon, c'est ça. Donc, c'est une rumeur au moment où on se parle. Soyez-en tous informés. On verra plus tard si j'ai des contrats de la FQM, d'une autre municipalité que je remplace un DG ou je ne sais pas trop quoi. Donc, je disais, merci de m'avoir invité. C'était un peu coq à l'âne, je trouve, mon entrevue, mais je voulais vous raconter des anecdotes, parce que vous m'avez dit qu'il faut faire ça décontracté, il faut faire ça rigolant. Puis là, s'il y a des questions, on ne le fera peut-être pas là en entrevue, mais si mes amis ont des questions, je disais tantôt à des gens, si vous ne voulez pas de réponse, posez-moi pas les questions. Fait que c'est ça. Merci d'être là. Et pour finir, je vais me faire de la publicité moi-même. Le 4 juin, pour ceux qui s'intéressent, on va recevoir Ray Lalonde, qui est un éminent conférencier dans le monde du sport, qui était directeur du marketing des Canadiens pendant une dizaine d'années, se promène avec les équipes olympiques. Bref, ça va se passer au Théâtre des Esquerres, c'est gratuit. Toute la population est invitée à être présent. Je me suis même déjà mis à genoux devant Jean-Pierre pour avoir une commandite de 2 soirées de chambre. Ça a marché. Là, je vais la revoir pour avoir une commandite des repas, mais là, je verrai. Donc, bref, tout le monde, vous êtes les bienvenus. Et si vous voyez des gens qui sont intéressés à écouter Ray Lalonde, il ne vient pas souvent en Abitibi, mais vous pouvez leur dire que c'est mardi 4 juin à 19h au Théâtre des Esquerres. Et je sais que d'autres travaillent pour le présenter dans un contexte, disons, plus entrepreneurial que bénévole. Là, je viens de passer la POC à Mathieu pour ce bout de conférence. Merci beaucoup, Guy Nollet. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis à bientôt. À bientôt.